OK, ben, je pense que je vais débuter très, très doucement pendant que les dernières personnes se connectent. Bonjour à toutes et à tous. Un énorme merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Donc, on va parler aujourd'hui là, des autres mesures de conservation efficaces. Donc, les AMCE. Je vais juste rapidement partager mon écran, faire mon petit mot d'ouverture. J'espère que vous voyez bien. Oui. Je pense que Donc, ben c'est ça. Juste avant qu'on commence, je veux juste faire un petit mot. Là, évidemment, là, la présentation va se faire en français, mais si jamais il y a des gens dans la salle qui aimeraient avoir des sous-titres en anglais, ben, je vais faire un petit mot très rapide. Donc, hi, if some of you would like English subtitles, you can follow the steps on the screen. So the subtitles won't be perfect, but they will help you follow along better. If you have any questions for us, feel free to ask us in the chat and we will answer them as best as we can. So thank you very much. Donc, je vais repasser au français. Donc, je vais juste laisser, mon fond, c'était ça, ma petite présentation avec les étapes à l'écran. Donc, je vais Donc, voilà. Donc, ben c'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Catherine Monette, je suis coordonnatrice de l'équipe Milieu naturel au Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Donc, le webinaire aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une initiative qui est rendue possible grâce à l'appui financier de l'Environnement Changement climatique Canada et du ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques, Fonds Impact. Donc, c'est une initiative qui vise à faire avancer la reconnaissance des AMCE au Québec, donc notamment dans le cadre du plan Nature 2030 du gouvernement. C'est un projet qui est mené par Nature Québec en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, nous, avec le regroupement national des conseils régionaux d'environnement, on est plusieurs creux à participer au projet pour offrir un accompagnement au milieu municipal pour la reconnaissance des AMCE. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui des creux du Centre du Québec, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Donc, le webinaire aujourd'hui, c'est vraiment une mise à jour sur c'est quoi les AMCE. Puis, par la suite, chacun des creux partenaires vont organiser un atelier régional sur leur territoire respectif à l'intention des municipalités et des MRC pour pouvoir identifier les freins, les leviers à la concrétisation des AMCE. Donc, ça va leur permettre à ces creux-là de pouvoir mieux adapter leur accompagnement par la suite. Donc, c'est un projet qui s'échelonne jusqu'à mars 2026, donc un échéancier bien compact. J'en profite très rapidement pour mentionner que l'atelier du CRE Montérégie est prévu pour le 26 novembre. Donc, il y a une invitation qui va être envoyée aux municipalités MRC très, très prochainement. Pour les autres CRE, je sais que le CRE Chaudière-Appalaches, c'est prévu le 11 novembre, la semaine prochaine. Les autres CRE, je ne sais pas. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat si vous voulez. Parce que c'est ça, aujourd'hui, on n'est pas juste des gens de la Montérégie, mais des gens aussi des régions, des avec qui on collabore. Donc, sans plus tarder, je pense, à moins que j'oublie quelque chose, n'hésitez pas, mes collègues, mais on va pouvoir commencer les présentations. On a deux présentations pour vous aujourd'hui. Donc, la première qui va porter vraiment sur c'est quoi les AMCE, comment ça fonctionne. Ça va être suivi d'une période des questions. Puis après, on va avoir une deuxième présentation qui va présenter vraiment un exemple concret inspirant d'AMCE en milieu municipal, suivi également d'une période de questions. Pour commencer, je vais passer la parole à Simon Lallier, qui est chargé de projet chez Nature Québec dans l'équipe biodiversité. Donc, il est responsable du projet AMCE, le Conserver autrement. Donc, Simon, je te laisse la parole. Merci. Je partage mon écran rapidement. Est-ce que vous pouvez le voir? Je pense que oui. Oui, moi, je vois bien. Parfait. Parce que moi, je ne vous vois plus. À partir d'ici, là, je vois comme 5 visages maximum à ma gauche. Mais ça va être ça, les webinaires, faut s'y faire. À moins qu'il y ait un moyen de voir les gens de meilleure façon, mais je ne suis pas au courant. Donc, c'est ça. Merci à tous et à toutes d'être présentes aujourd'hui pour en apprendre plus sur les AMCE. Peut-être que vous avez déjà vu
Peut-être moi présenter quelque part ailleurs une présentation similaire, mais pour vous rassurer, si vous l'avez déjà vu, elle est mise à jour quand même assez récemment parce qu'on a toujours plus de questions, on découvre des nouvelles choses, donc il y a des ajustements qui sont faits assez régulièrement, là. Mais essentiellement, comme elle a dit, Catherine, c'est une introduction au concept des AMC. Je reste quand même assez large, là. Je ne vais pas trop dans les détails parce qu'on peut pas, je peux pas parler de tout, évidemment, en 45 minutes, 1 heure. Mais ça donne quand même un bon contexte pour bien comprendre le concept puis pour vous le maîtriser par la suite pour identifier des sites. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Nature Québec, oh, ça va bien, non? Pour ceux qui ne connaissent pas Nature Québec, on est un OBNL qui œuvre à la conservation des milieux naturels depuis environ une quarantaine d'années. Puis on œuvre sur 4 fronts principaux, la biodiversité, la forêt, l'énergie et le climat, ainsi que l'environnement urbain. Donc pour ceux qui veulent en apprendre plus sur l'organisme, on a notre site web. Là, je vais avoir un lien à la fin de la présentation pour ça. Donc, je rentre tout de suite un peu dans le contexte dans lequel les ANC s'inscrivent, là. Vous êtes déjà probablement au courant du cadre mondial sur la biodiversité économique de Montréal qui a été adopté en 2022 à Montréal. Euh, le cadre a établi 23 cibles pour renverser le déclin de la biodiversité, notamment la cible 3, qui est malheureusement celle qui fait le plus parler, là. Ils sont toutes importantes, les cibles. Mais bon, pour aujourd'hui, on se concentre sur la cible 3, qui est de conserver 30 des terres, des eaux intérieures et des mers d'ici 2030. Mais évidemment, la cible 3, c'est pas seulement d'atteindre le chiffre du 30%, mais c'est de s'assurer que ce soit un bon 30%. Donc, qu'il y ait des zones d'importance particulière qui sont incluses dans ce 30%-là pour la biodiversité, que ces zones-là soient conservées et gérées efficacement, qu'elles soient bien connectées entre elles, qu'il y ait de la gouvernance équitable dans ces zones-là, etc. Il y a quand même plusieurs éléments à considérer dans les cibles 3. Et ça inclut évidemment les aires protégées, mais également les AMCE, le plus récemment, qui contribuent à cette cible-là. Puis pour donner un portrait d'où ce qu'on en est à l'échelle de la province, en milieu continental, on est à environ 17% de protection et de conservation. Puis en milieu marin, environ 10,4%. Avec les annonces d'intention que vous voyez en rouge là, sur la carte à gauche, ça l'augmente un peu, ça l'augmente à environ 18% pour le milieu continental et aussi 18% pour le milieu marin, si je ne me trompe pas. Puis ça, c'est une mise à jour du 31 mars 2025. Donc, les AMC venaient tout juste de sortir au Québec, là, les lignes directrices venaient tout juste de sortir. Fait que je pense que ça l'inclut comme 2 AMC là-dedans. Fait que ça contribue pour à peine 0,01%. Ça pour dire que le portrait actuel, c'est les aires protégées, c'est ce qu'on a en ce moment. Puis avec les AMC, ben, on a l'opportunité de venir contribuer là, vraiment davantage à la cible 3. Donc, qu'est-ce que c'est une AMC? Bon, maintenant, là, je la connais par cœur, la définition, mais essentiellement, c'est une zone géographiquement délimitée, autre qu'une aire protégée qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation, de la biodiversité, évidemment, y compris des fonctions et services écosystémiques connexes et le cas échéant de valeurs culturelles, spirituelles, socio-économiques ou toute autre valeur qui est pertinente localement. Donc, c'est très large comme définition, ça ne dit pas grand-chose sur vraiment ce que c'est une AMCA. Euh, Ça, c'est la définition de la Convention sur la diversité biologique, mais l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a défini quatre critères pour pouvoir identifier c'est quoi une AMC plus en détail. Donc, on va les passer en revue. Le premier, c'est que l'aire n'est pas reconnue comme une aire protégée à l'heure actuelle. Okay? Une AMC ne peut pas être à la fois une AMC et une aire protégée. Donc ici, j'ajoute les éléments de la définition. Là, vous allez le voir, c'est les sous-critères essentiellement là, en noir sous chaque critère. Donc voilà, le premier critère, c'est tout simple, là, ça va de soi, c'est on ne peut pas avoir une aire protégée euh, au sein d'une AMC, tout simplement. Le deuxième critère dit que l'aire doit faire l'objet d'une gouvernance et d'une gestion. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est notamment que la zone doit être géographiquement délimitée, qu'il doit avoir une cartographie qui a été faite du site. Donc, notamment, il faut avoir des shapefiles là, quand on dépose la proposition d'AMCA. Et il faut que la zone soit réglementée et gérée, comme le dit la définition, de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la biodiversité. Quand on dit réglementé, essentiellement, c'est qu'il doit y avoir une entité, que ce soit un propriétaire privé, une municipalité ou un groupe, une entreprise, peu importe, qui réglemente ou qui gère le site de façon active, entre guillemets. Je vais rentrer plus en détail plus loin. Et c'est ça, gérer.
Quand on dit gérer, c'est qu'il doit y avoir des mécanismes ou des moyens de gestion ou ce qu'on appelle des moyens efficaces qui sont en place pour offrir un certain contrôle sur les activités qui pourraient être néfastes sur la biodiversité. Donc, juste vraiment d'assurer un encadrement de la zone pour, puis là, ça fait le pont avec le critère C directement, pour assurer une contribution durable et efficace à la conservation de la biodiversité. Et dans ce critère-là, on a trois éléments. On a les résultats positifs, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est juste d'avoir un maintien ou une amélioration des valeurs de biodiversité du site. Durable à long terme, évidemment, on veut que ça persiste dans le temps. Ça, encore là, je vais entrer plus en détail un peu plus loin. Et conservation in situ de la diversité biologique, c'est tout simplement de s'assurer que le site assure la conservation de l'ensemble de la biodiversité et non pas juste d'une espèce en particulier ou quoi que ce soit. Évidemment, le critère D dit que la zone doit préserver les fonctions et services écosystémiques connexes à la biodiversité et autres valeurs culturelles, spirituelles ou socio-économiques qui peuvent être pertinentes pour les groupes locaux. Donc là, c'est juste de s'assurer que si un site, par exemple, est géré pour la préservation des services écosystémiques, il faut juste s'assurer que cette gestion-là n'a pas d'impact négatif sur la conservation de la biodiversité. Donc, c'est juste une petite nuance à avoir, mais on n'a pas vraiment eu d'enjeu à ce niveau-là depuis le lancement des lignes directrices. Il y en a sûrement qui travaillent beaucoup sur les aires protégées, peut-être qu'il y en a qui ont travaillé justement sur l'appel à projet. Distinction très importante à avoir avec les aires protégées et les AMCE. Oui, les deux contribuent à la cible 3 du cadre mondial et du plan nature, mais quand on parle d'une aire protégée, généralement, c'est un site où l'objectif primaire est toujours centré sur la conservation de la biodiversité sur le site. Okay? C'est vraiment autour de cet objectif de conservation-là que la zone va être délimitée, que le système de gestion va être mis en place, comment on va gérer le site, etc. Tout ça, ça va être un peu une approche top-down, si on veut. On a notre objectif et on établit tout en fonction de ça. Il y a des exceptions, évidemment, dépendamment des désignations, mais c'est ça, les aires protégées, ça offre un statut permanent qui permet un encadrement clair et solide de la zone avec cet objectif-là. Pour ce qui est des AMC, on parle plutôt d'un processus de reconnaissance, OK? Et c'est une zone qui va assurer la conservation de la biodiversité, peu importe c'est quoi l'objectif de gestion du site, OK? Ça pourrait être, par exemple, un site qui est géré pour le récréotourisme, OK? L'objectif primaire, ce n'est pas la conservation, mais que quand même, à travers sa gestion, il y a des résultats positifs qui sont atteints. Donc, c'est ça, comme je l'ai dit, c'est un processus de reconnaissance d'un système qui est déjà en place sur la zone, qui offre les bénéfices. Donc, contrairement aux aires protégées, il n'y a pas de loi ou de règlements qui sont propres aux AMCE, même s'ils sont régis techniquement sous la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Mais c'est vraiment les mécanismes, comme je l'ai dit, ce qu'on appelle les moyens efficaces ou une combinaison de ces moyens-là qui vont venir assurer un contrôle ou un encadrement des activités sur le site et donc d'assurer une conservation. Et les AMCE viennent un peu complémenter le réseau des aires protégées. Et c'est attendu qu'ils produisent des résultats en matière de conservation qui sont comparables aux aires protégées. Donc, on a 6 catégories d'aires protégées, 32-ish désignations au Québec, potentiellement plus à venir. Et chaque désignation d'aire protégée, c'est un peu comme un moule prédéfini qu'on doit suivre. C'est quand même assez strict dans les critères à suivre. Les critères AMC, vous les avez vus, sont quand même assez larges. Donc, ça nous permet une flexibilité de c'est quoi les mécanismes ou slash la combinaison de mécanismes qu'on peut venir reconnaître comme étant efficace pour assurer la conservation sur une zone. Donc, un des avantages principaux que moi je vois avec les AMSA, c'est surtout ça, c'est dans cette flexibilité-là de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen pour faire de la conservation. Bon, j'ai parlé des objectifs primaires slash secondaires. C'est tout simplement des approches à la conservation qu'on peut utiliser. Comme j'ai dit, avec les aires protégées, on est dans pas mal tous les cas de la conservation primaire. Donc, c'est l'objectif central du site. C'est au cœur de la gestion du site et tout est bâti autour de ça. Des AMCE peuvent aussi avoir une approche de conservation primaire. Ça peut être le cas de servitudes de conservation, par exemple, des servitudes forestières, des ententes légales, etc. Donc, tout comme avec les milieux naturels de conservation volontaire, par exemple, les MNCV qui sont des aires protégées. Mais où ça devient intéressant, c'est vraiment avec la conservation secondaire et dérivée. Donc, avec la conservation secondaire, c'est un site où la conservation est planifiée, elle est intégrée à la gestion du site sans nécessairement être l'objectif central. Donc, j'ai donné l'exemple de site à vocation récréotouristique
Des forêts d'enseignement de recherche, c'est un cas super intéressant aussi, où la recherche scientifique ou l'enseignement est l'objectif primaire. Donc ça, c'est vraiment juste les AMCA qui peuvent avoir cette formule-là. Et même chose pour la conservation dérivée, où essentiellement c'est un site où la conservation n'est pas explicitement mentionnée ou planifiée, mais que quand même, à travers la gestion du site, il y a des bénéfices des résultats positifs qui sont atteints. Il y en a quelques-uns qui ont été reconnus déjà jusqu'à maintenant. On a les sites historiques nationaux qui sont au niveau fédéral qui ont été reconnus. On a des sites géologiques exceptionnels qui ont été reconnus. Donc, des sites qui sont plus gérés pour leur patrimoine géologique ou leur paysage géologique. Mais que c'est ça, à travers leur gestion, les espèces sont quand même conservées. Je fais deux petites notes sur la cible 10 et la cible 2 du cadre mondial, des distinctions assez importantes à faire. Comme je l'ai dit, avec les aires protégées, les AMSA, on est vraiment dans la cible 3, donc la protection et la conservation de 30 du territoire d'ici 2030. La cible 10, c'est plus par rapport à l'utilisation durable, donc c'est d'assurer une gestion durable des territoires où on pratique l'agriculture, l'aquaculture, la pêche, la foresterie, etc. On peut avoir de l'utilisation durable au sein d'une AMCE. Juste, excusez-moi, une distinction importante, c'est que s'il y a de l'utilisation durable au sein d'une AMCE, elle doit être complètement compatible avec les objectifs de conservation du site ou juste avec la conservation du site, que ce soit un objectif planifié ou non. Si on parle d'utilisation durable qui est plus à vocation d'extraction ou de production plus commerciale ou industrielle, normalement, ces mesures-là devraient plus être comptabilisées dans la cible 10 et non dans la cible 3. OK? Même chose avec la cible 2 qui est par rapport à la restauration. Donc, la cible étant d'assurer au moins 30 des milieux naturels dégradés, soit en cours de restauration d'ici 2030. Même chose ici, on peut avoir de la restauration au sein d'une AMCE, mais la restauration doit déjà démontrer des résultats positifs pour la biodiversité. OK? Ça ne doit pas être un environnement qui est dégradé, qui est en cours de restauration. Si c'est le cas, encore là, ça devrait être comptabilisé plus dans la cible 2 et non la cible 3. Donc, juste deux petites nuances importantes à faire. Il y a plusieurs avantages à identifier et signaler des AMCE. Ça peut varier beaucoup, évidemment, dépendamment de qui vous êtes et c'est quoi vos objectifs. Si vous êtes une municipalité versus un organisme de conservation ou une entreprise, les bénéfices vont être différents pour vous, la motivation va être différente pour vous, évidemment. Mais les avantages peuvent inclure, évidemment, la contribution officielle au site de conservation, le fameux 30 mais si vous avez, si votre municipalité ou votre MRC a des cibles propres à elle, évidemment, le cadre AMCE plus les aires protégées, ça l'offre vraiment, c'est vraiment ça qui contribue à la cible 3 officiellement. Ce n'est pas des mesures de protection qui sont non officielles, entre guillemets, c'est les aires protégées et les AMCE. Donc, si vous avez vos cibles, ça peut contribuer à ça. Un autre avantage, c'est que ça peut offrir une visibilité accrue du site en tant que tel, que ce soit par exemple pour le récrotourisme, ben, le fait de le reconnaître comme AMSA, peut-être que ça peut venir booster l'écotourisme, le cas échéant, mais ça peut aussi offrir une visibilité accrue de l'entité qui gère le site. Donc, de célébrer un peu les pratiques qui sont favorables à la conservation du site, que ce soit une entreprise, encore là, une municipalité ou peu importe. Avec l'analyse qui vient avec la reconnaissance AMSA, évidemment, on vient valider l'importance en termes de biodiversité du site. Donc, ça peut être un avantage pour certains aussi. Et j'ai mis aussi support financier potentiellement accru, potentiellement parce que c'est quelque chose qui doit être mis en place, notamment potentiellement par les municipalités. Encore là, peut-être en lien avec les sites de conservation des municipalités et MRC respectives. Mais il y a un potentiel à justement venir solliciter les gens à faire reconnaître des AMCE ou à mettre en place des mesures pour éventuellement faire reconnaître un site à titre d'AMCE. Ça pourrait être une exemption de taxe, par exemple, s'ils ont une AMCE sur leur territoire ou quelque chose dans le genre. Je lance l'idée. Je donne un exemple aussi ici de ce que ça pourrait avoir l'air. C'est un exemple à l'international parce que au Québec, ça fait même pas un an qu'on a les AMC, donc c'est dur de voir vraiment à long terme c'est quoi les avantages. Mais c'en est un exemple ici en Colombie d'un organisme qui avait été fondé pour restaurer et conserver une zone en particulier. Et en 2021, ça a été reconnu officiellement à titre d'AMCA.
Et depuis ce temps-là, il y a vraiment une cohésion sociale qui s'est formée un peu autour de ce site-là. Ça a augmenté les efforts de conservation, mais aussi de restauration à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du site pour potentiellement agrandir le territoire qui est conservé et les bénéfices que ça apporte. Puis évidemment, ça devient un peu comme un cas référence pour la municipalité, puis ils suivent un peu les méthodes qui ont été utilisées pour faire de la conservation sur ce site-là. Et il y a un avantage financier qui vient avec ça parce ils font de la conservation de services écosystémiques et il y a des paiements qui sont offerts euh, grâce à ces services-là. Donc, ça, encore là, c'est quelque chose qui sera à établir au Québec, mais je pense que c'est un bel exemple des avantages qu'ils peuvent avoir avec la signalisation d'AMCE. Je vous montre une petite timeline ici de comment est-ce qu'on est rendu aux AMC au Québec. Ça a commencé évidemment avec une revue de la littérature et un peu de recherche. Il y a des ateliers qui avaient été faits avec des partenaires externes par le MSCCFP. Nous, Nature Québec, on n'était pas encore impliqués à ce moment-là. Ben, on était impliqués dans les consultations plus loin, là, mais ça, c'est vraiment le travail du MSCCFP. Par la suite, en 2024, il y a les rédactions des lignes directrices qui ont commencé. Ils ont fait des consultations interministérielles. Et en février 2025, c'est là que les lignes directrices ont été publiées officiellement. Puis depuis ce temps-là, on a commencé à faire la reconnaissance de certaines AMCE. Je pense qu'on est rendu à une trentaine de sites-ish qui ont été reconnus. Euh, on va avoir plus de détails, évidemment, dans la prochaine mise à jour, mais c'est ça. En décembre, on va avoir plus de détails. Fait que c'est ça. Puis en 2026, évidemment, on va continuer la reconnaissance des AMCE. Tout ça pour vous amener aux lignes directrices, qui est vraiment le document de référence au Québec sur, évidemment, c'est quoi une AMCE, mais comment reconnaître une AMCE, c'est quoi le processus, qu'est-ce que ça implique, etc. C'est une adaptation du concept de l'IUCN que j'ai présenté un peu plus tôt. Il y a beaucoup d'éléments qui se recoupent, évidemment, avec les lignes directrices à l'international. Mais c'est ça, ça permet d'encadrer le concept au Québec puis de vraiment donner des lignes directrices sur comment s'y prendre pour la reconnaissance. Je ne vais pas passer le document en entier en revue avec vous, mais quelques éléments que je veux clarifier avec vous, là, c'est les éléments où ce que ça accroche un peu plus d'habitude pour venir clarifier tout ça. Euh, il faut garder en tête un peu c'est quoi les quatre critères, là. On parlait un peu plus tôt d'assurer assurer une contribution à la conservation de la biodiversité. J'ai mentionné qu'un site doit conserver la biodiversité dans son ensemble, mais un site doit aussi démontrer une valeur importante en matière de biodiversité, en plus de ça. OK? Puis ces valeurs-là, vous avez la liste ici, je ne sais pas si c'est trop petit pour vous, mais essentiellement, c'est des éléments comme est-ce qu'il y a des espèces ou des habitats rares, des espèces menacées, est-ce qu'il y a un haut niveau de naturalité, est-ce qu'il y a un aspect de connectivité de la zone avec d'autres aires protégées ou d'autres milieux de conservation, ce genre de choses-là. Donc, il faut être capable d'identifier une de ces valeurs-là. En juin dernier, je pense, je ne me souviens plus, on avait une séance de communauté de pratique il y a quelques mois où Mme Louise Gratton, elle avait présenté en revue tous ces éléments-là, tous les éléments de la liste là, des valeurs importantes possibles. Et elle a expliqué un peu comment documenter ces valeurs-là, c'est quoi le type de preuve qui serait suffisant, etc. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, à consulter cette séance-là. C'est disponible sur notre site web. On avait enregistré la séance en entier. Donc, ça va potentiellement répondre à beaucoup de questions. Mais c'est ça, il faut être en mesure d'identifier au moins une de ces valeurs-là. S'il y en a plus, tant mieux. Pour le deuxième élément, c'est d'assurer la conservation à long terme. OK? Donc, on l'avait dit, c'est un élément essentiel. Si on veut faire la conservation, il faut que ça dure dans le temps. En terre privée, on parle d'un minimum de 25 ans avec intention de perpétuité. OK? Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que la zone en tant que telle, on doit être assez confiant que les mécanismes ou la combinaison des mécanismes qui sont possibles, puis ça, je vais y arriver au prochain point là, pour les mécanismes, mais il faut que cette combinaison-là soit assez solide pour qu'on soit confiant que ça ne tombe pas dans les 25 premières années. Et l'intention de perpétuité, c'est tout simplement de voir est-ce que le propriétaire ou l'entreprise ou la municipalité a une intention de conserver, de poursuivre les efforts de conservation passé le 25 ans. Il y a plusieurs manières de pouvoir démontrer ça. Il y en a qui ont fait ben, la ville de Terrebonne, justement, ont des servitudes de conservation à intention, des servitudes de conservation personnelle. Non, excuse, à intention du propriétaire. Je me mélange avec d'autres outils, mais Karine va pouvoir en discuter plus en détail. Mais ça, c'est un des éléments qui pourrait être intéressant justement pour démontrer cette intention de perpétuité-là.
Pour les sites en terre publique, c'est dans tous les cas, ça doit être à perpétuité. OK? Donc, il n'y a pas de minimum 25 ans, c'est vraiment à perpétuité qu'il faut que ce soit. Faut qu'il y ait des mécanismes en place là, qui permettent de prouver ça. C'est pour ça que j'ai mis un peu à droite que dans certains cas, il faut cumuler plusieurs mécanismes pour justement couvrir cet aspect-là de long terme. Ça va faire plus de sens au prochain point que vous allez voir, mais je pourrais répondre aux questions par la suite là, par rapport à ça. Parce que l'autre élément, c'est les moyens de gestion efficaces. Je l'ai mentionné un peu plus à quelques reprises pendant la présentation. Ce qu'on veut dire par moyen efficace, c'est tout moyen réglementaire, légal ou autre, qui permettent un certain contrôle des activités qui pourraient être néfastes pour la biodiversité et qui génèrent des résultats positifs là, pour la conservation. Deux questions qu'on peut se poser pour voir si le site répond à ce critère-là, c'est si vous avez une zone, par exemple, une biodiversité importante, puis gérée d'une telle façon, on peut se poser si les moyens permettent d'adresser les menaces à la biodiversité puis de contrôler les activités. Les menaces pourraient prendre plusieurs formes. Encore là, j'y arrive dans quelques secondes. Puis une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un lien clair entre les moyens de gestion du site et les résultats qui sont obtenus pour la biodiversité? OK. Je vous donne des exemples de ce que ça pourrait inclure. C'est une liste qui est non exhaustive, c'est tiré directement des lignes directrices, mais ça pourrait inclure des lois qui sont en place sur la zone, que ce soit la loi sur les mines, par exemple, pour les sites géologiques exceptionnels, loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la loi sur la conservation du patrimoine naturel, peu importe, la loi sur les espèces menacées en territoire public. Ça peut inclure des plans d'aménagement et des règlements municipaux, donc tout ce qui est schéma d'aménagement, zonage de conservation, c'est quoi les règlements qui sont applicables sur tout ça. Encore là, Karim va pouvoir vous en parler plus en détail dans son exemple. Ça peut inclure un encadrement des rôles, donc tout ce qui est plan de gestion, des ententes légales entre plusieurs parties, des plans de financement de conservation. Si on a par exemple une servitude de conservation forestière, si on perd ça avec un plan d'aménagement forestier bonifié, ben là, on a un cas intéressant pour une AMCA. Et finalement, ça peut inclure des processus de suivi. Un exemple qui est pertinent, c'est pas matérialisé encore, mais on est dans les discussions pour les forêts certifiées FSC ou toute autre certification qui apporte avec elle plusieurs mécanismes de gestion, justement de suivi, des audits, tout ça. Ben ça, c'est des éléments qui peuvent être considérés là, dans la reconnaissance AMCA. Pour mieux illustrer tout ça, je vous présente le modèle du fromage suisse. Peut-être que vous l'avez déjà vu quelque part. Mais essentiellement, ça nous permet d'illustrer comment les moyens efficaces, qui sont illustrés par les couches de fromage ici, permettent d'atténuer les menaces que vous voyez à gauche. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais essentiellement, j'ai un petit pointeur. Vous voyez ma souris, je pense, hein? Oui, parfait. Donc, vous avez les menaces ici existantes ou potentielles à la biodiversité. Donc là, encore là, je ne sais pas si vous voyez parce que vos beaux visages sont dans le chemin, mais conservation de la biodiversité. Les menaces, ça pourrait être développement immobilier, activité sylvicole ou agricole intensive ou commerciale, peu importe, changement climatique, espèces envahissantes, etc. Puis c'est ça. Ces menaces-là sont bloquées une par les moyens efficaces en place. L'important, par contre, c'est de comprendre qu'une couche de fromage suisse, hein, un mécanisme en place n'est peut-être pas suffisant par soi-même pour bloquer l'ensemble des menaces. J'ai l'exemple d'un règlement municipal. Le règlement municipal va peut-être interdire certaines activités, mais s'il n'y a pas de gestion active ou de suivi actif sur le site, ben, peut-être que le règlement va être brisé, peut-être que le règlement va changer après 4 ou 5 ans. Donc, en tant que tel, le règlement municipal est intéressant, mais il n'est pas suffisant pour bloquer l'entièreté des menaces. OK? Mais si on ajoute à ça un outil de planification du site en tant que tel, un plan de gestion, un processus de suivi, peut-être qu'il y a d'autres règlements qui sont ajoutés, peut-être qu'il y a 15 règlements, je dis n'importe quoi. Peut-être qu'il y a une loi qui s'applique sur le site encore là. Donc là, on vient créer vraiment un encadrement très solide de la zone qui permet justement de bloquer toutes ces menaces-là et d'assurer la conservation à long terme. Donc essentiellement, c'est ça qu'on vient faire avec les moyens efficaces. Et dernier point par rapport aux lignes directrices, c'est l'idée de contrôle/d'exclusion d'activités qui se fait notamment avec les moyens efficaces, mais c'est important de comprendre aussi c'est quoi une activité qui est compatible avec la biodiversité puis une activité qui ne l'est pas ou qui est susceptible de l'être moins, si on veut.
Des activités compatibles, évidemment, ça peut être le récréotourisme, la chasse, la pêche récréative, les sentiers pédestres, des activités de recherche et d'éducation, évidemment, comme je l'ai présenté un peu plus tôt, et des activités qui sont susceptibles d'être incompatibles. Encore là, comme j'ai mentionné, tout ce qui est activité commerciale ou industrielle, projets d'énergie d'envergure, rejet de déchets, etc., des projets immobiliers, etc. Donc voilà. Donc, en résumé, une AMCE, c'est un site où la conservation est assurée, peu importe c'est quoi l'objectif de gestion du site. Okay? C'est vraiment à travers les moyens efficaces ou les modes de gestion que l'on vient encadrer les activités et assurer cette conservation-là. Les AMCE complémentent les aires protégées, comme je l'ai dit plus tôt en début. Mais ce qui est intéressant avec les AMCE, c'est que ça nous permet de diversifier un peu notre approche à la conservation, de faire des combinaisons auxquelles on ne pense pas nécessairement là, de ces moyens efficaces-là pour assurer la conservation. Et évidemment, on reconnaît la contribution de ces zones-là, mais non seulement des acteurs aussi qui gèrent ces sites-là de façon à assurer une conservation de la biodiversité qui se fait en dehors des aires protégées. Okay? Donc, qui a une valeur aussi élevée là, que les aires protégées. Donc, pour moi, c'est vraiment ça les AMCE. Comme je l'ai dit, les bénéfices peuvent se matérialiser de différentes façons, peu importe qui vous êtes, pour une municipalité, une entreprise ou autre. Donc, je vous invite à faire cette réflexion-là à comment vous pourriez faire reconnaître des AMCE sur votre territoire. Je vous donne quelques exemples. Karine, encore là, va présenter le corridor de biodiversité qu'on voit ici là, plus en détail. Mais j'ai parlé des sites géologiques exceptionnels un peu plus tôt qui ont été reconnus. Il y avait les sites historiques nationaux. On a des forêts universitaires ou communautaires qui pourraient être reconnues. Une servitude forestière, ça, on a l'annexe David Schwartz qui a été reconnue. C'est une des premières à l'AMCA qui a été reconnue. On a une super belle vidéo qui s'en vient, là, promotionnelle de ce site-là. Puis ça peut être des parcs régionaux, des parcs municipaux qui sont gérés pour maintenir les valeurs de biodiversité, des sites d'importance sociale ou culturelle. On a un cimetière écologique, par exemple, qui a été reconnu, des zones de conservation ou d'intérêt autochtone, évidemment, des milieux humides qui bénéficient de moyens efficaces autres que juste la loi pour la conservation des milieux humides. Donc ça, c'est tous des exemples de sites là, qui pourraient être considérés. Pour ce qui est du processus de reconnaissance, c'est assez simple, relativement, dépendamment de comment vous êtes en mesure de compléter votre dossier, mais essentiellement, ça commence avec vous, le porteur de dossier. Vous avez un site en tête, vous faites une évaluation préliminaire du site, OK? Et avec cette évaluation préliminaire-là, par la suite, vous prenez l'information, vous la mettez dans le formulaire de proposition d'AMCA, OK? Ça suit essentiellement le formulaire là, suit essentiellement la structure des 4 critères, donc critères A, B, C, D, et vous avez des questions pour vous aider à répondre à chaque critère. Mais c'est ça, une fois que vous avez rempli ce formulaire-là, vous avez une AMCE potentielle. Okay? Vous avez votre dépôt initial. Par la suite, pour en faire une AMCE candidate, il faut obtenir le consentement des autorités responsables. Okay? Le processus d'identification et de signalement d'une AMCE, c'est un processus qui est entièrement volontaire. Donc, le consentement, il est vraiment indispensable. C'est une étape qu'on ne peut pas passer. Si c'est un particulier ou une entreprise, ça peut être juste le formulaire de consentement que vous signez. Dans certains cas, pour les municipalités, il y en a qui veulent obtenir une résolution de la municipalité, ce qui est correct. Mais je vous invite à voir là, si c'est quelque chose qui peut être signé, le formulaire de consentement, à un plus bas niveau. Des fois, c'est le cas. Ça peut faciliter un peu la démarche. Fait que c'est en terre privée, il faut absolument obtenir le consentement. Pour ce qui est des sites en terre publique, vous n'avez pas besoin d'obtenir le consentement. Vous pouvez faire le dépôt directement. Puis si c'est le MRNF, par exemple, qui est impliqué, le MLCCFP va s'occuper de faire la consultation avec le MRNF ou tout autre ministère qui serait impliqué. Donc, c'est plus facile pour vous, mais ça veut dire que le processus va peut-être être un peu plus long, évidemment, à cause des consultations. Mais une fois que vous avez le consentement, puis une autre note aussi sur le consentement, essayez de l'obtenir le plus tôt possible, ou du moins d'avoir une idée que l'autorité responsable est au moins en accord avec la démarche, parce que vous ne voulez pas faire tout ce travail-là pour finalement pas avoir le consentement et que votre travail tombe à l'eau complètement. Donc, cette étape-là pourrait se faire avant, mais idéalement, si vous évaluez quand même le potentiel pour une AMCE, puis après ça, vous obtenez le consentement. Donc, ces deux documents-là sont disponibles sur notre site web, dans notre boîte à outils en bas de la page, presque.
Pour la troisième étape, pour avoir une AMSA confirmée, c'est là qu'on fait l'évaluation complète du site. Donc ça, c'est en ce moment Nature Québec qui s'en occupe, aussi le MSSFP pour faire la vérification. Et dans le fond, c'est là qu'on fait l'évaluation. On va aller chercher l'avis de spécialiste au besoin si on a un cas un peu plus technique, si on a un cas qui adresse un sujet qui établirait un précédent, par exemple. Je parle entre autres du milieu acéricole ou la certification FSC des forêts, comme je l'ai mentionné plus tôt. Puis c'est aussi là, à ce moment-là, si on a une demande qui ne répond pas tout à fait aux critères, c'est là qu'on a l'opportunité de renforcer le site, renforcer les AMSE pour qu'ils puissent répondre aux critères et éventuellement être reconnus officiellement. Mais si tout est beau et que le site répond aux critères, on peut passer à la prochaine étape qui est de reconnaître officiellement l'AMSE. Donc, ça, c'est le MSSFP qui s'en charge. Ils vont l'ajouter au registre officiellement, le registre des aires protégées des AMCE. Puis, ils vont vous envoyer un certificat de reconnaissance, tout simplement. Donc, juste pour clarifier, le rôle de Nature Québec dans tout ça, c'est de vous offrir un accompagnement dans la construction de vos propositions. Donc, dès la première étape là, de l'AMCE potentiel, si vous avez des questions sur les AMCE, si en remplissant le formulaire, vous avez des questions, puis même après le dépôt, si on voit qu'il est incomplet, on peut vous aider à venir compléter le dossier là, pour qu'il soit prêt pour analyse. Par la suite, comme j'ai dit, on l'analyse, on utilise notre réseau d'experts au besoin. Puis nous, on émet des recommandations à l'attention du ministère pour faciliter leur prise de décision, pour que ça aille un peu plus vite. Mais c'est vraiment eux qui prennent la prise de décision finale à reconnaître ou pas le site à titre d'AMCA. OK? Donc, en gros, c'est ça la démarche. Il y en a beaucoup qui demandent combien de temps ça prend. C'est très, très, très variable. Ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment le volume des demandes qu'on a à l'heure actuelle. Si vous voulez que ça aille rapide, profitez-en maintenant parce qu'on n'est pas trop chargé dans les demandes, mais ça va venir en décembre, janvier. Là, on s'attend à en recevoir potentiellement des centaines. Fait que si vous voulez que ça se fasse rapidement, je vous invite à soumettre vos projets le plus tôt possible. Ça dépend aussi du niveau de complexité du dossier. Comme je l'ai dit, si c'est quelque chose qui s'apprête à établir un précédent, on va peut-être prendre plus notre temps, on va peut-être demander à nos experts qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça convient, etc. Est-ce que tel mécanisme, c'est suffisant? Et ça dépend de la qualité du dossier, évidemment. Si vous envoyez un dossier qui est pas très rempli, ben là, il va falloir quand même travailler ensemble pour répondre aux questions, aller chercher l'information, l'obtention du consentement. Des fois, ça peut prendre du temps aussi, surtout avec les municipalités. Donc, ça, c'est toutes des choses à prendre en compte. Mais pour vous rassurer, il y a certaines demandes que ça prend un mois puis c'est reconnu. Mais c'est ça, si c'est en terre publique en plus, puis tout ça, ça pourrait prendre potentiellement beaucoup plus longtemps. Mais c'est très, très, très variable. Deux petites notes aussi avant que je termine. Euh, si vous travaillez avec une Première Nation pour construire une demande d'AMC, je vous invite à contacter l'IDDPNQL. Eux, ils ont du financement là, pour travailler là-dessus. Puis c'est leur rôle aussi d'accompagner les Premières Nations dans cette démarche-là. Donc, n'hésitez pas à faire contact avec eux pour obtenir de l'aide. Et si jamais vous avez des sites qui sont sur le répertoire du RMN, et le répertoire des milieux de conservation volontaire, je ne me trompe pas, sur leur répertoire, eux, dans le fond, c'est surtout des servitudes de conservation, des pleins titres, des dons écologiques, etc. Et ces mécanismes-là, on sait qu'ils sont déjà efficaces. Donc, il y a un peu un fast track qui se fait avec les sites qui sont sur le répertoire du RMN, qui ont ces mécanismes-là, évidemment. Donc, si votre site est sur le répertoire du RMN, normalement, vous n'avez rien à faire. Eux, ils s'occupent déjà de transférer la demande, soit à titre d'aire protégée si ce n'est pas déjà fait. Puis, le cas échéant, pour les faire reconnaître à titre d'AMCE. Donc, voilà. Et pour ceux qui veulent creuser plus loin, évidemment, notre site web, j'ai le lien à la prochaine diapo, mais il y a les ressources de l'UICN qui sont très complètes, là, surtout Guidance on OECMs. Malheureusement, il est seulement disponible en anglais à l'heure actuelle, mais c'est vraiment le document le plus complet sur les AMCE que vous pouvez lire. Sinon, il y a la reconnaissance sciemment d'AMCE, c'est les lignes directrices de l'international, essentiellement. Merci beaucoup, Simon. Moi, je poursuivrai avec notre prochaine présentation qui va être donnée par Karine Dancause, qui est coordonnatrice milieu naturel du Bureau de l'environnement et de la transition écologique de la ville de Terrebonne. Donc, elle participe à plusieurs grands projets, là, donc, comme le parc conservation du ruisseau du Feu, mais aussi le corridor de biodiversité de la ville de Terrebonne, dont elle va vous parler. Donc, Karine, je vous laisse la parole. Merci. Je vais partager mon écran. J'ai une petite présentation.
Est-ce que vous la voyez? Oui, parfait. Oui, je suis très fière de présenter le corridor de biodiversité là, qui a été récemment reconnu comme AMCE. Là. On a reçu notre certificat le 9 octobre dernier, fait qu'on est très contents. Fait que je vais vous expliquer un petit peu le processus, puis dans le fond, là, tous les mécanismes qui ont servi à reconnaître le corridor. Donc, pour la petite mise en contexte, la ville de Terrebonne est située au sud de la Nodière, donc dans les basses terres du Saint-Laurent, donc une très grande biodiversité avec énormément de menaces qui viennent avec. On est plus de 123 000 habitants, 156 km² de territoire. Fait qu'on a vraiment un grand territoire, beaucoup d'habitants. C'est la 10e ville en importance au Québec, puis on est dans la communauté métropolitaine de Montréal, donc juste au nord de la ville de Laval. Et puis, ben, c'est sûr que les pressions au niveau du développement, puis l'habitation, puis tout ça sont quand même très fortes. Dans le fond, le corridor de biodiversité est né du plan directeur de développement durable de la Côte de Terrebonne, qui a commencé l'élaboration à la fin des années 2000, là, parce qu'on avait une zone de 1200 hectares qui était en zone blanche. Fait que c'est quand même assez rare d'avoir des grands espaces comme ça dans des villes aussi près de Montréal. Mais avant de commencer le développement, la ville a décidé de se pencher vraiment sur l'ensemble du territoire pour faire une planification en amont. Fait que autant au niveau de l'urbanisme que de l'environnement, que des transports. L'idée, c'était de faire des quartiers à échelle humaine avec du transport actif et en respectant l'environnement le plus possible. Donc, ce plan directeur-là, là, ça a pris plusieurs années à l'élaborer et tout ça. Puis, ça l'a mené au fameux quartier Urbanova. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Là, ça a gagné des prix là, au niveau de la FCM et tout ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on est vraiment venu faire une caractérisation de ce 1200 hectares-là. Qu'est-ce qu'on y trouvait? Est-ce qu'il y avait des milieux humides? Est-ce qu'il y avait des cours d'eau? Est-ce qu'il y avait des zones avec la contrainte de développement? Pour venir essayer de voir, ben, est-ce qu'il y a des zones qu'on ne pourra pas développer? Où est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que c'était vraiment une caractérisation qui a été faite en amont. Puis là, ce que vous voyez, c'est le début du corridor de biodiversité, dans le fond, là, qui a été présenté dans le plan directeur. Il va être modifié un petit peu, là, vous allez peut-être le remarquer. Mais on parle là, de la moitié de la superficie qui était vouée, dans le fond, à la conservation. Pourquoi? Soit parce que c'était des milieux humides, c'était des cours d'eau, des bandes riveraines, des zones potentiellement exposées au glissement de terrain. On a c'est plus à l'est la ligne d'Hydro-Québec aussi. Donc, on sait qu'en dessous des lignes, les développements sont très restreints. On avait aussi des grands boisés, là, des grands massifs boisés qui restaient. Fait que dans le fond, là, toutes ces zones-là qui étaient un petit peu plus avec des contraintes, que ce soit environnementales ou autres, on est venu les sortir du potentiel de développement. Donc, on parle là, vraiment de la moitié du territoire là, qui était conservé. Fait qu'en 2011, il y a eu l'adoption du plan directeur de développement durable de la Côte de Terrebonne, qui est venu avec aussi la modification au schéma d'aménagement et du développement de la MRC. En 2012, on est allé chercher le certificat d'autorisation qui permettait de développer le quartier Urbanova. Ça a vraiment été un certificat d'autorisation qui a été obtenu pour l'ensemble du territoire parce que oui, on venait protéger les grands milieux humides d'intérêt, mais les plus petits pouvaient se retrouver dans des zones de développement. Fait qu'on est venu obtenir le certificat d'autorisation. Je vais en parler un petit peu plus. Et à partir de 2012 aussi, on a commencé à faire l'acquisition parce que la ville souhaitait faire l'acquisition des terrains qui allaient être à l'intérieur du corridor de biodiversité. Là, on parle quand même de 430 hectares à acquérir. Donc, c'est beaucoup d'argent, c'est sûr. La majorité ont été acquis de façon de gré à gré, ça s'est bien passé, mais je ne vous cacherai pas qu'il y en a aussi là, que ça a été plus compliqué, plus litigieux, puis l'acquisition n'est pas terminée encore à ce jour. Là. Il y a encore certains terrains là, dont on doit faire l'acquisition. Puis pourquoi on voulait faire l'acquisition, mais c'était entre autres pour pouvoir faire une mise en valeur de ces sites-là. Donc, le certificat d'autorisation, comme je vous ai dit, il a été obtenu en 2012. Ça l'autorise le remblai de certains milieux humides hydriques
qui sont à plus faible valeur écologique. À cette époque-là aussi, en 2012, c'était possible de faire de la compensation en terrain, donc pas nécessairement monétaire. Fait qu'une des compensations qui a été faite à travers ça, c'est un élargissement des bandes riveraines de part et d'autre. Fait qu'on n'a pas juste 10 mètres, on a 30 mètres. Fait que ça fait vraiment des corridors de 60 mètres là, au niveau des cours d'eau permanents qui étaient sur cette portion de territoire-là. Et évidemment, là, avec certains massifs et grands milieux humides d'intérêt là, qui sont conservés. Le certificat d'autorisation nous demandait également là, une mesure efficace de conservation. Donc, on est venu mettre une servitude de conservation à perpétuité sur les sites. Je vais en reparler un petit peu plus plus tard. Donc, voici notre certificat d'autorisation. Donc, la servitude. Comme Simon le mentionnait, ce n'est pas une servitude réelle et perpétuelle. Ce n'est pas une servitude qui est reconnue facilement par le ministère de l'Environnement. J'ai eu beaucoup de questions quand j'ai déposé le projet d'AMCE pour le corridor sur la servitude. Et je dois vous informer que la servitude ne fait pas partie des mécanismes reconnus qui a mené à la MCE. Vous allez voir, j'ai plein d'autres mesures en place pour le corridor, mais il faut comprendre que la Ville s'est engagée à mettre cette servitude de conservation-là en place quand on a eu notre certificat et quand on a mis en place le corridor de biodiversité. C'est une servitude par destination du propriétaire. Donc, c'est seulement la Ville de Terrebonne qui est impliquée dans cette servitude-là. Donc, elle est propriétaire des terrains où il y a cette servitude. Par contre, cette servitude-là a été élaborée avec le ministère, donc avec le ministère de l'Environnement à l'époque, le bureau régional. Donc, cette servitude-là vient faire une liste assez importante des activités qui sont interdites sur le territoire et elle permet quand même des dérogations, mais ces dérogations-là doivent être approuvées par le ministère de l'Environnement. Fait qu'on est vraiment liés. C'est une servitude qui est à perpétuité et elle exige aussi un suivi aux 5 ans. Donc, aux 5 ans, on doit venir faire état du corridor avec le ministère de l'Environnement régional. Donc, je pense que ce n'est pas une servitude qui est très utilisé ou très connu dans le monde de la conservation. Par contre, c'est vraiment un engagement de la Ville de faire la conservation à perpétuité puis de venir baliser ce qui est permis puis ce qui n'est pas permis. Donc bien qu'elle n'ait pas nécessairement... Puis il faut comprendre aussi que la servitude a été établie en 2017 et elle a été établie sur les terrains dont la Ville était propriétaire en 2017. Là, de 2017 à 2025, on a continué l'acquisition. Donc, il y a beaucoup de terrains qui n'ont pas la servitude officiellement en place, mais nous, en tant qu'administration, on applique la servitude sur l'ensemble du corridor. Et ça a été convenu avec le ministère de l'Environnement, c'est que la servitude serait mise à jour une fois que l'ensemble des terrains aurait été acquis là, pour éviter de retourner chez le notaire 3, 4, 5 fois. Mais nous, en tant qu'administration, puis vous allez voir un petit peu qu'est-ce qu'on a fait avec ça, on a décidé de vraiment appliquer la servitude même sur les lots où il n'y en avait pas. Mais vous allez comprendre comment on a fait ça. Donc, je vous donne un extrait là, de la servitude là, qui vient vraiment donner toutes les activités qui sont interdites, donc travaux de remplissage, creusage, mais on peut contrôler les espèces exotiques envahissantes, tout ça. Donc, on a vraiment une très grande liste. Pour ce qui est de l'acquisition a été faite en grande partie par un partenariat avec Nature Action Québec à l'époque. Donc, je disais un petit peu tantôt, là, on voulait vraiment aller faire l'acquisition de ces terrains-là pour permettre une mise en valeur, là, pour permettre l'accès à nos citoyens, tout ça, puis pas vraiment avoir à gérer des ententes peut-être avec chacun des propriétaires à la pièce. Là. Fait qu'on est vraiment, on voulait aller faire l'acquisition de ces terrains-là. Puis, ben, on a passé à travers le processus avec Nature Action, là, qui avait vraiment une expertise reconnue, qui était crédible. Ça amenait aussi une certaine neutralité par rapport à la Ville. Puis, ben, ça confirmait aussi la volonté que la Ville était vraiment là pour les protéger puis les mettre en valeur, ces milieux naturels. Donc, voilà le corridor en gros aujourd'hui.
Vous voyez là, dans le fond là, les pattes avec le numéro. Là, ça, c'est toutes des zones où il va y avoir éventuellement du développement. Il y a juste le premier patte là, qui a commencé qui est plus à l'ouest, là, qui est vraiment développé maintenant. C'est quand même c'est un long processus parce qu'on veut quand même bien encadrer chacun des développements, s'assurer qu'ils respectent là, le corridor et tout ça. En rouge, ce que vous voyez, c'est la Transterbonne. C'est une piste multifonctionnelle là, où donc vélo, marche et l'hiver aussi là, raquettes et ski de fond. Donc, vous voyez que c'est vraiment un atout pour la ville de Terrebonne d'avoir ce corridor-là parce qu'on peut venir faire du vélo, puis du vélo de montagne, puis tout ça, puis on est vraiment dans des milieux boisés. Fait qu'on peut très bien mettre en valeur le corridor. Par contre, malgré tout ça, c'est sûr que le corridor avait aussi besoin un petit peu d'amour parce que, bon, c'est des zones à proximité de milieux qui ont été perturbés et tout ça. Fait qu'en 2018, toujours avec Nature Action, on est venu faire un plan de restauration. Ça a été fait aussi avec le ministère de la Faune, là, avec Réjean Dumas qui était là à l'époque avec nous. Donc, vraiment, la considération des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Fait que cet exercice-là a été fait pour le corridor. Ça l'a montré aussi les besoins en restauration, donc besoin peut-être d'augmenter les milieux humides, faire la gestion des friches. On a beaucoup... les friches sont très importantes aussi dans le corridor. On a beaucoup de couleuvres brunes, de couleuvres vertes, de couleuvres tachetées. On a beaucoup d'oiseaux aussi, surnelles, goglus. Donc, faire cette gestion-là aussi. Fait que le plan de restauration est venu penser à, OK, ben, quelle zone on pourrait garder en friche, quelle on devrait restaurer, où on doit lutter contre les plantes exotiques envahissantes. Fait que beaucoup avec la considération des espèces qui étaient présentes. Fait que je disais les milieux champêtres, les couleuvres, les oiseaux champêtres, les couleuvres, le cerf de Virginie aussi qu'on a. Fait que comment on peut restaurer pour essayer d'avoir des habitats là, pour toute cette belle biodiversité-là. Plus récemment, en 2021 aussi, on a fait le plan d'accessibilité et qu'on appelle le plan directeur du corridor. Ça a été fait avec la firme Ecom. On est venu camper une vision pour le corridor, donc qui vise un équilibre entre la conservation de la nature et l'accessibilité à un espace de plein air inclusif. Il se distingue par son unicité, son aménagement responsable et son rayonnement dans la communauté en tant que site naturel unique et protégé, qui fera la fierté des citoyennes et des citoyens de Terrebonne. Fait que là, on est vraiment venu regarder l'ensemble du corridor. OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut, puis comment on veut l'aménager. Fait que ça l'a fait. Il y a eu une grande consultation publique là, qui a été faite dans le cadre de ce plan directeur-là. C'était en période pandémique, donc malgré tout, ça s'est quand même très bien passé. Il y a eu des entrevues avec les acteurs du milieu. Il y a eu un sondage en ligne là, pour les citoyens et les utilisateurs, des ateliers avec les acteurs, avec les citoyens aussi. Il y a eu quand même une très grande participation. Les gens ont démontré beaucoup d'intérêt pour le corridor, puis ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que la conservation et la protection des milieux naturels était souvent l'objectif principal. C'est ce que les gens voulaient. Ils voulaient pouvoir en profiter, oui, mais jamais au détriment de la conservation. Fait que c'était vraiment super intéressant comme exercice. Puis là, on est venu c'est vraiment un plan directeur, c'est venu montrer les zones où il pouvait avoir des développements récréo-touristiques et tout ça, où seraient les entrées. Et après ça, ils sont venus vraiment par secteur en fonction de la sensibilité du milieu. Là, ici, c'est un de mes endroits préférés dans le corridor. On l'appelle le complexe Marcel la Sablonnière. C'est un endroit où on a des érables noirs, on a des belles forêts, on a des milieux humides, on a des friches, on a des couleuvres, on a plein de choses. Fait qu'on a vraiment beaucoup. C'est vraiment un milieu à haute valeur écologique. Fait qu'on vient vraiment limiter les activités. Donc, on n'a pas de grandes pistes de vélo de montagne. On a des sentiers qui sont souvent, c'est des sentiers qui sont déjà, en fait, toujours, là, c'est des sentiers qui sont déjà existants. Donc, on va juste venir officialiser éventuellement. Puis là, vous voyez un boulevard là, qui traverse là, en plein milieu. Bien, ce boulevard-là, depuis que le plan directeur a été fait, ce boulevard-là n'existe plus, il n'existera jamais. Ça va être simplement une piste multifonctionnelle qui est déjà
existante, là, un ancien chemin agricole, parce qu'il y a des érables noirs. Fait que, donc, une espèce menacée. Donc, là, on ne pouvait pas venir couper des érables noirs. Fait que la ville a vraiment assez rétracté au niveau de ce boulevard-là. Fait que oui, avec le sentier qui est existant, on va faire une piste cyclable là, pour permettre aux gens de se déplacer d'un quartier à l'autre, mais il n'y aura plus de grands boulevards à 3 ou 4 voies, là. Fait que, voilà. Puis ça, c'est vraiment un plan directeur, c'est pas un plan d'action. Fait que c'est des suggestions, c'est des voici ce que pour ce type de milieu-là, ben, on pense qu'il pourrait avoir peut-être juste des quartiers analytiques. Là, on parle d'art public pérenne, vraiment un site de contemplation là, où il n'y aura pas nécessairement là, plus d'activités extensives que ça. Autre chose qu'on a mis en place aussi, justement, avec la pandémie, le site du corridor était déjà beaucoup utilisé par les gens qui faisaient du vélo de montagne. Ça faisait de nombreuses années que le site était un petit peu à l'abandon. Fait que les gens avaient pris un petit peu possession de ça. Puis jusqu'à un certain point, c'était OK, c'était tolérable, mais avec la pandémie, puis l'augmentation de l'utilisation, là, c'est devenu un petit peu plus compliqué. On avait une érablière noire là, qui est une EFE reconnue. Là, il y avait des sentiers de vélo de montagne qui commençaient à se créer dans ce secteur-là. Donc là, c'est ça. Il y avait vraiment un achalandage important. Fait qu'on a décidé de venir faire une surveillance un petit peu plus importante. Comme le corridor est très grand, il n'est pas nécessairement balisé. Il y a des zones, tu sais, c'est pas clair là, quand on sort ou qu'on rentre dans le corridor. Fait qu'on est vraiment venu on a fait affaire encore cette fois-ci avec Naturaction. Là. Il y a vraiment eu une surveillance. Il y avait des gens qui étaient là. Puis l'idée, c'était vraiment de faire la sensibilisation. Est-ce que vous saviez que vous étiez dans le corridor? Est-ce que vous savez que c'est un milieu protégé par la ville et tout ça? Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation qui a été fait. Puis en 2023, bien, on est venu chercher des inspecteurs en environnement à l'interne. Fait que j'ai une équipe d'inspecteurs. En ce moment, là, à partir de 2023, là, on avait 4 inspecteurs là, qui parcouraient le corridor de biodiversité à tous les jours. Et plus récemment, là, on a rajouté des inspecteurs aussi de soir et de fin de semaine là, parce qu'évidemment, c'est là qu'il y avait le plus d'achalandage dans le corridor. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, on a 2 inspecteurs là, à temps plein la fin de semaine, puis les soirs. Fait que ça nous fait moins de lourdeur administrative là, de contrat et tout ça. Fait que c'est pour ça que ça a été rapatrié. Puis ben, on voit là, l'importance de ce milieu naturel pour la ville de Terrebonne. Fait que c'était un petit peu juste dans la lignée là, d'ajouter ça à l'interne. Sinon, autre mécanisme qui a été mis en place, il y a eu le règlement de contrôle intérimaire de la CMM en 2022 pour venir protéger les milieux terrestres et les milieux humides. En fait, nous, dans cette démarche-là, on a spécifiquement demandé à ce que le corridor soit ajouté dans le RCI. Il y avait déjà des zones, là, des grands boisés qui avaient été mis dedans, mais là, nous, on est vraiment venu demander à ce que le RCI soit là. Donc là, ça, c'est ce que ça vient faire, ce RCI-là, bien, ça vient cartographier le corridor et aussi ça vient expliquer que ben, si ça n'empêche pas nécessairement des travaux, mais ça demande des autorisations supplémentaires. Fait que c'est encore une couche de fromage de plus pour ça. Et finalement, vous avez vu tantôt la liste des activités qui étaient prohibées. C'est une servitude, c'est beau, mais de l'appliquer, c'est autre chose, là, de dire, ah oui, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Fait que ce que la Ville a fait, c'est qu'on est venu mettre en place un règlement concernant les activités dans les milieux naturels. Puis dans le fond, ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris la liste des activités de la servitude, puis on est venu la mettre dans un règlement. Puis le règlement s'applique aux terrains de la ville, qui appartiennent à la ville de Terrebonne, qui sont en milieu naturel. Fait que les inspecteurs qui sont là puis qui font la surveillance, ben, peuvent venir émettre des avis d'infraction puis des constats en fonction des activités qui sont prohibées. Fait que là, on est vraiment venu se donner les moyens de pouvoir agir sur. Fait que oui, c'est beau une servitude, mais après ça, de l'appliquer au quotidien là, dans un contexte où les gens l'utilisent beaucoup, c'était pas évident. Fait que en faisant le règlement, fait que ce règlement-là s'applique aussi à notre autre projet, comme par exemple au ruisseau de feu, puis aux autres milieux naturels de la ville de Terrebonne. Donc, si on récapitule le corridor, toutes ces tranches de fromage suisse, là, c'est toute la planification territoriale là, qui a été faite vraiment en amont, qui a tout été pensé
l'inscription au schéma d'aménagement puis au zonage municipal, les autorisations qu'on est allé chercher, les acquisitions aussi, ça nous appartient, fait que c'est plus facile de contrôler. La servitude, je la mets en parenthèse parce qu'elle n'a pas nécessairement compté dans la tranche de fromage, mais elle a quand même mené à l'engagement de la ville, évidemment. Et après ça, c'est de ça qu'on s'est servi pour faire notre règlement. Fait que les projets de restauration là, qui ont été planifiés puis qu'on essaie de mettre en œuvre là, lentement mais sûrement. Fait que la planification des aménagements aussi avec le plan directeur, la surveillance, le RCI, les règlements. Fait qu'on avait quand même pas mal de couches de fromage pour démontrer que c'était bien conservé. Donc, comme je vous disais, en octobre, on a eu la confirmation que le corridor allait être reconnu. Il va être mis au registre en décembre 2025. Donc, quand le registre va être mis à jour, on va pouvoir le voir. On ne le voit pas encore, mais donc, c'était seulement sur les terrains appartenant à la ville. Donc, il y a une partie là, que vous voyez peut-être au centre là, où il y a un golf. C'est un golf qui est encore en activité, mais quand le golf va cesser, il y a toute une partie la partie du coteau, la partie avec le cours d'eau qui va être vraiment inclus là, dans l'AMCA, mais pour le moment, comme il est encore en activité, évidemment, il a été exclu. Mais on parle quand même de plus de 500 hectares là, qui vont être répertoriés. Donc, pour l'ensemble des mécanismes que je vous ai mentionnés. Puis voilà à quoi ressemble un beau certificat. J'étais bien fière de l'ajouter à ma présentation, signé de M. Drainville. Donc, mais au quotidien, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, on fait beaucoup de lutte au PE, donc aux plantes exotiques envahissantes. Chez nous, c'est le roseau commun, le nerf brun cathartique principalement. Beaucoup de demandes de subventions aussi pour essayer de faire avancer nos projets parce qu'évidemment, on a déjà dépensé beaucoup d'argent pour faire l'acquisition. Fait que oui, j'ai un budget pour la mise en œuvre du plan directeur là, pour aider aux aménagements phoniques, puis tout ça. Là, fait que j'ai un budget quand même pour ça, mais reste que c'est quand même des activités qui sont souvent très dispendieuses, surtout quand on parle de lutte aux espèces exotiques envahissantes, restauration de milieux humides et tout ça. Fait que on fait beaucoup de demandes de subventions. Beaucoup de sensibilisation, que ce soit envers les citoyens, envers tous les promoteurs là, qui vont venir développer près du corridor, puis des autres directions aussi de la ville, là, les TP, le génie, tout ça, là, des fois, c'est ça, il faut qu'on les encadre bien pour qu'ils comprennent l'importance du corridor puis des engagements qu'on a envers le ministère. Donc, beaucoup d'accompagnement. On a quelqu'un presque à temps plein là, qui fait de l'accompagnement avec les autres directions, là, notre conseiller en environnement. Puis sinon, on fait aussi des inventaires. On a fait beaucoup d'inventaires de couleuvres. Ça fait quelques années aussi qu'on organise des bioblitz. Fait qu'on a la chance de voir beaucoup d'une belle biodiversité, malgré que c'est très urbain. On est très content. On a, c'est ça, l'érable noir, la couleuvre tachetée, la chouette lapone. On a vraiment une très, très belle, la citronelle aussi, très, très belle biodiversité. Puis c'est ça. Donc, pourquoi on a réussi à faire tout ça? Ben, d'abord, on avait notre site qui était propice à la conservation. Il y avait la volonté politique aussi, ça, je ne vous le cacherai pas. Il faut que le conseil municipal soit engagé et qu'ils veulent ce projet-là. Aussi, beaucoup de collaboration avec les partenaires. Là, comme je l'ai mentionné tantôt, là, la faune a été très aidant dans ce projet-là. Ils font un suivi de la biodiversité à plusieurs endroits dans le corridor, puis au Ruisseau de Feu. Donc, cette belle collaboration-là a beaucoup aidé Nature et Action Québec aussi. Puis, bien, parce qu'on a une belle équipe dévouée, puis qui y croit, puis qui est prête à travailler très fort là, pour la conservation du corridor de biodiversité. Fait que voilà, je suis prête à prendre les questions. Merci beaucoup, Karine. Très intéressant. Moi, je vois, j'ai des mains qui applaudissent. Est-ce qu'il y a des questions pour Karine? Vous pouvez lever la main ou poser vos questions dans le chat. Je pense que j'ai vu dans la conversation qu'il y en avait une au sujet de
Oui, c'est vrai, je viens de la voir apparaître. L'objectif principal, dans notre cas, oui, l'objectif principal, c'était en effet la conservation, mais on ne voulait pas nécessairement aller jusqu'à l'aire protégée. Pour nous, on était conscient que les mécanismes en place étaient assez forts. Puis oui, il y a beaucoup de tourisme, là, puis de récréotourisme, là. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout là, pour profiter du corridor. Fait que pour nous, la MCA, c'était une bonne solution. C'est peut-être plus simple aussi là, que de rentrer dans l'ensemble du processus de reconnaissance d'un aire protégé. Fait que pour nous, c'était ce qui convenait le mieux, là. Je ne sais pas si Simon, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, là. Non, ça va, t'as bien répondu à ça. Andrea? Oui. D'un, bravo, c'est le fun de voir votre démarche. Ça prend, on voit que c'est une réflexion quand même de longue date que vous avez à Terrebonne. Puis c'est le fun de voir que cette réflexion-là amène avec une reconnaissance aussi, parce que jusqu'à récemment, on n'avait pas de reconnaissance pour ce type de travail-là. Fait que je trouve que c'est une belle réussite. Puis, tu sais, j'en profite pour dire, nous, dans les creux, dans les prochaines semaines, on va être beaucoup, comme disait Catherine, d'entrée de jeu, là, rentrer en atelier pour comprendre les freins, les leviers, qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner dans d'autres contextes. Là, vous, c'est un grand, grand projet. J'imagine des peut-être plus petites municipalités avec des plus petits projets. Puis, tu sais, après, on va être vraiment en phase d'accompagnement pour vous aider à monter des projets comme ça, puis vraiment présenter un peu la demande dans le registre pour passer. Je serais curieuse, peut-être ton plus grand frein, puis ton plus grand levier aussi dans cette démarche-là. Qu'est-ce qui a été peut-être votre plus grand défi, peut-être, à mettre en place le processus, puis au contraire, l'élément qui a été déclencheur ou facilitant pour toi de ce côté-là? Oh, c'est une bonne question. Moi, je suis rentrée à la ville en 2018, fait que le processus était quand même déjà entamé. Il était entamé par quelqu'un qui arrivait du ministère de l'Environnement, qui avait quand même une très bonne connaissance des lois. Tu sais, bon, on ne se le cachera pas, là, je pense que les milieux humides, puis les cours d'eau, puis ces choses-là, ben, tu sais, il y a été un temps où est-ce qu'il y avait beaucoup de destruction sans trop qu'on en parle, puis tout ça. Fait que je pense que cette personne-là qui était là à l'époque, c'est Marc Léger, avait cette belle conscience-là de ce qu'était la réglementation environnementale, puis pourquoi c'était important. Je pense qu'il a bien fait valoir son point, puis qu'il a été capable de rallier les élus à comprendre que ben, c'est aussi un investissement, c'est pas juste une perte de revenus. Après ça, c'est certain qu'il y a eu, comme je l'ai dit, ça a coûté cher aussi là, pour faire l'acquisition de tous ces terrains-là. Fait que je pense que le levier a beaucoup été les gens qui sont embarqués puis qui ont cru à ce projet-là, puis qui ont réussi à démontrer que oui, c'est peut-être une zone qui ne sera pas développée, mais c'est une zone que tes citoyens vont pouvoir aller marcher, qui vont pouvoir aller voir la biodiversité. Puis c'est une zone qui va retenir tes eaux de pluie, puis qui va filtrer ton air, puis qui va faire qu'il va faire moins chaud. Puis tu sais, tous les avantages, tous les services écologiques, je pense que ça a bien été démontré. Ça a probablement été le plus grand levier. Puis tu sais, avec la pandémie, on l'a vu comment les gens se sont appropriés ces sites-là, puis que, tu sais, pas tout le temps de la bonne manière, là, mais tu sais, on voyait le besoin des gens de se rapprocher de la nature. Fait que ça, je pense que c'est le plus gros, le plus gros levier qui nous a beaucoup aidés. Le frein, je pense, c'est tout ce qui est sensibilisation. Puis, tu sais, autant la sensibilisation à l'externe qu'à l'interne. À tous les jours, là, les inspecteurs rencontrent des gens avec des chiens pas de laisse qui vont partout puis qui peuvent faire peur aux. On a vu des renards, puis tout ça. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Les gens, ils ne comprennent pas toujours l'impact qu'ils peuvent avoir. Puis même chose aussi avec à l'interne, là, comme je disais, avec les TP ou avec le génie, ou il faut qu'on change un ponceau. Bah, on a juste à changer un ponceau, puis c'est pas grave, on va le faire plus long, puis on va rusher plus
d'un côté, puis tu sais, fait que c'est un travail de longue haleine, puis il ne faut pas se décourager, puis il faut continuer, puis tu sais, c'est pas parfait, là, des fois, il arrive des choses, puis on n'est pas content, mais tu sais, on travaille très fort, là, tu sais, fait que, si je peux dire, je pense que l'équipe aussi, là, je l'ai dit, bien je le redis, l'équipe d'avoir des gens qui se commettent puis qui travaillent à tous les jours pour ça, là, ça aussi, c'est vraiment super important, là. Ben merci. Puis, tu sais, on a plein de municipalités présentes aujourd'hui. Fait que, tu sais, si ça vous intéresse, vous avez des idées avec vos propriétés, d'aller de l'avant, puis l'accès à la nature, je le comprends, mais tu sais, je comprends aussi qu'il y a besoin de soutien, puis qu'il y a besoin de peut-être support, là, mais tu sais, je le répète, Catherine l'avait dit d'entrée de jeu, là, mais le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Centre du Québec, puis Montérégie, là, on va être là pour vous accompagner aussi. Puis, parce que, tu sais, on s'est Oui, beaucoup fait accompagner au début par Nature Action Québec, là, tu sais, pour les acquisitions puis tout ça, mais tu sais, fait que, parce que c'était une très petite équipe à l'environnement à l'époque, là, tu sais, fait que oui. il y a eu beaucoup de mandats de donner à Nature Action pour nous aider dans tout ce développement-là. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on est rendu 20 quelques là, à l'environnement à Terrebonne. Wow. Bon, il y a des gens qui sont en gestion des matières résiduelles, là, mais tu sais, j'ai vraiment une équipe avec moi qui, tu sais, on a su démontrer avec le temps. Puis là, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'interne maintenant. On a une biologiste qui peut faire des caractérisations environnementales, puis qui s'occupe de tous les inventaires de couleuvres, puis tout ça. Mais tu sais, au départ, c'était pas ça, là. Tu sais, on est allé petit à petit. Puis je pense qu'on a facilement démontré l'importance de ce corridor-là pour les citoyens. Puis après, après ça, ça devient un petit peu plus facile, là, je pense. Oui, puis j'aime ça de voir aussi toute l'implication des organismes de conservation dans votre projet, comment ils peuvent vous aider là-dedans à aller chercher ce premier pas-là aussi. Puis je vois déjà d'autres organismes aussi présents aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que cette collaboration-là est intéressante là, pour atteindre l'objectif. Puis cette reconnaissance-là, après, de dire, finalement, oui, on a une AMCA chez nous. On est capable de dire qu'on a mis tout en place pour la protection long terme. C'est super, ça répond même à une question qui était dans le chat, qui est un peu ça, de savoir qui a tenu ça à bout de bras là, depuis le début. Puis j'extrapole un peu, mais sûrement aussi en ce moment, comment ça se passe, la gestion auprès des équipes. Donc, ça a répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'en profite, j'en aurais peut-être une. À moins que je me trompe, j'ai cru voir, il y a des emprises d'Hydro-Québec dans le corridor, mais c'est vos propriétés. Mais comment s'est passée la collaboration, puis tout ça? Ben, OK. La majorité de l'emprise, c'est la propriété de la ville de Terrebonne. Mais tu sais, on ne peut pas empêcher Hydro-Québec de venir faire de la coupe là, pour, périodiquement là, pour éviter les arbres et tout ça. Mais on a un super beau projet en collaboration avec Hydro-Québec. Là, on a vraiment, dans le fond, regarder tout l'ensemble de l'emprise, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en dessous. Puis là, on est en train de développer un projet. Là, on est dans la partie sud pour maintenant, qui est vraiment une portion en prairie ou niche la Tournelle des Prés que je mentionnais tantôt. Fait qu'on est en train de monter un projet avec Hydro-Québec et la WWF, le secteur faune, pour vraiment s'assurer que ce site-là va être maintenu en prairie, puis qu'il va être bon pour la Tournelle pour toujours, puis que justement, là, Hydro-Québec n'aura pas à venir faucher aux 4 ou 5 ans pour s'assurer que les peupliers ne poussent pas. Fait qu'on a élaboré un concept en collaboration, puis là, on est en train, là, Hydro-Québec a fait un programme maintenant là, de financement là, pour la biodiversité sous les emprises. Fait que là, on est en train de travailler avec eux là, pour aller chercher un petit peu de sous pour vraiment réaliser ce projet-là. Fait que, est-ce que c'est parfait? Non. Mais tu sais, on travaille beaucoup maintenant là, avec Hydro-Québec. Ils sont beaucoup plus ouverts aussi, sont beaucoup plus on peut plus discuter avec eux, puis ils prennent plus conscience des enjeux qu'on a. Même chose quand ils viennent pour faire les lagages, tout ça, là, il y a des endroits là, où ils ont besoin là, des lignes électriques, là, de faire un petit peu de coupe d'arbres et tout ça, mais on leur explique c'est quoi le corridor, puis on leur demande parce qu'on ne peut pas sortir du bois du corridor, il faut que tout reste en place, fait qu'on leur demande d'éparpiller les troncs s'il y en a, d'étêter s'ils peuvent, avec mettre les branches en andin un peu en dessous pour éviter la régénération, là, pour pas que ça
ça cause des problèmes. Fait qu'on a une très belle collaboration avec Hydro-Québec pour ça. Là. Fait que vous allez sûrement entendre peut-être éventuellement là, des projets là, qui vont être présentés là, en dessous des lignes. Fait que Super. Ben oui, WWF, qui est justement là, qui est là pour accompagner les villes, là, pour faire justement là, le maillage oui, avec Hydro-Québec. Là, donc, super. oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle pour Karine? J'en ai peut-être une autre si jamais. Je peux y aller. J'étais curieuse pour les consultations publiques au niveau des citoyens, c'était quoi les principales inquiétudes qui étaient ressorties, puis comment ça a été mitigué? Ben, il y avait deux types d'inquiétudes, là. La première, c'était beaucoup qu'ils ne voulaient pas perdre le corridor. Fait que c'était beaucoup ça, là. Les gens avaient peur, ils voulaient s'assurer que ça allait être conservé puis qu'ils allaient pouvoir continuer à l'utiliser. Il y a eu beaucoup de craintes avec les vélos de montagne, là. Comme je disais, il y avait déjà beaucoup d'utilisateurs. Fait qu'eux autres se sont un peu mobilisés, puis là, ils disaient, tu sais, ils ne voulaient pas perdre leur terrain de jeu, puis tu sais, c'est normal. Fait que, tu sais, on a travaillé beaucoup avec eux par la suite. Donc, c'est sorti, là, évidemment, dans les consultations publiques, puis tout ça. Mais nous, on a un organisme, le groupe plein air Terrebonne, là, qui s'occupe, entre autres, du vélo de montagne. Là, il y a un site de vélo de montagne spécialement qui est à l'extérieur du corridor, mais adjacent. Là. Donc, on a beaucoup travaillé avec eux puis avec la communauté pour essayer de voir, ben, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez de besoin. Puis, on a conservé la grosse majorité des sentiers de vélo de montagne qui étaient déjà existants. Il y a un boisé où il y en a beaucoup, mais c'est un boisé c'est un grand boisé, mais il n'y a pas de milieu humide de présent, il n'y a pas d'espèces à statut non plus dans ce milieu-là. Il y avait déjà les sentiers présents. Fait qu'on est venu les baliser. On est venu les officialiser pour vraiment mieux encadrer, pour éviter qu'après ça se multiplie ailleurs. Fait que ça, il y a eu un gros travail de fait. Puis à chaque année, on en officialise un petit peu. Puis là, on est vraiment allé officialiser des sentiers, mettons, qui étaient plus difficiles. Parce que dans le Grand Boisé que je parle, c'était des sentiers qui étaient très faciles. Fait que, tu sais, pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de challenge, mais là, on est venu. Fait que là, on est venu s'assurer que, OK, bon, c'est dans le coteau. Évidemment, on voulait un peu un dénivelé, mais quand on vient traverser, on traverse le cours d'eau de façon perpendiculaire. On n'est pas dans la bande riveraine. Puis le pont, les assises vont être de chaque côté. Tu sais, on est venu vraiment encadrer parce que là, c'était un peu n'importe quoi parce que les gens faisaient ce qu'ils pouvaient avec. Fait que, tu sais, des fois, on avait un ponceau plus ou moins legit là, pour traverser. Fait que là, on est venu sécuriser ces endroits-là. Fait que ça a été un gros travail qui a été fait. Puis l'autre chose aussi qui est revenue souvent dans la consultation publique, c'était des zones qui ne faisaient pas partie du corridor, puis que les gens auraient aimé qu'elles soient incluses dans le corridor de biodiversité. Fait que, il y a des zones qui étaient vouées au développement. Vous avez vu la forme, là, est quand même assez. C'est ça. Fait que, il y a des zones qui étaient utilisées par les gens qui sont dans les pochettes de développement, mais ces zones-là ne nous appartiennent pas. Mais là, les gens auraient voulu qu'on les conserve. Fait que ça a été l'autre chose qui a été beaucoup nommée, mais on expliquait que les zones qui sont conservées, c'est les zones à plus haute valeur écologique, puis qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le développement puis la conservation. Comme je disais, Terrebonne, on est dans la CMM, on est à côté de Montréal, on a encore des sites propices au développement. Fait que, la crise du logement et tout ça, là, vous comprenez qu'il faut quand même qu'on en aille un peu du développement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai quand même aimé le fait que les gens auraient aimé que le corridor soit encore plus gros, là. Mais c'est ça. Fait qu'on s'est limité à ce que vous voyez sur les cartes, là. Super. Il y avait une question dans le chat, puis corrigez-moi si peut-être je ne comprends pas bien, mais je pense que c'est est-ce que les portions d'emprise du Québec sont vraiment dans le territoire dans MCE ou ils sont exclus? OK. Il y a la zone, en fait, comme j'expliquais, c'était la majorité de l'emprise, là, c'est la propriété de la ville de Terrebonne, avec évidemment la servitude d'Hydro-Québec. Là. Fait que toutes les zones qui sont la propriété de la ville là, sont inscrites comme AMCA aussi. Simon, tu avais un point à apporter? Je peux peut-être juste rajouter là-dessus, parce que ça fait 2 fois qu'on parle d'Hydro-Québec.
Québec, puis on a eu des cas de sites qui ont des emprises d'Hydro-Québec sur leur territoire. Mais normalement, une AMSA, ça doit être largement naturalisé, un espace assez naturel. Fait que s'il y a une partie de l'emprise, genre un 10%, que c'est justement une emprise hydroélectrique ou comme je l'ai dit un peu plus tôt, une section du site qui est réservée à l'utilisation durable ou à la restauration, tout ça, c'est correct normalement, tant que ça n'a pas d'impact négatif sur le reste de la biodiversité du site. Donc, dans le cas d'une emprise hydroélectrique, normalement, c'est correct. Nous, on a fait quand même il y a eu justement, là, avec la WWF, il y a eu des inventaires là, qui ont été faits. Puis, notre emprise, elle est très naturelle. Là. Il y a vraiment des zones. Oui, là, il y a des gens qui empiètent. Puis ça, c'est un de nos travaux qu'on souhaite faire là, pour essayer d'expliquer aux gens de ne pas empiéter et puis tout ça. Mais c'est ça, notre emprise est assez naturelle, là, puis techniquement, là, on n'aura pas tant de choses à faire que ça pour la garder bonne pour la biodiversité. Là. Il y a des zones où il y a des peupliers, justement, là, qu'on va venir bâcher pour pouvoir laisser place plus à des espèces d'herbacées là, pour les bourdons qu'ils ont trouvés là, quand ils ont fait les inventaires. Puis tout ça fait qu'on travaille avec l'IRBV aussi là, pour cette partie-là du projet-là. Et si je peux juste me permettre peut-être une question de relance aussi avec Simon, mais peut-être Karine aussi, vous avez eu même cette réflexion-là, mais dans les questions précédemment posées, il y en avait une sur est-ce qu'il y a une superficie minimale pour que ça soit une AMCE? Puis, tu sais, on disait, bon, là, la superficie, il y a peut-être un pourcentage qui peut être moins naturel, mais est-ce qu'on a une superficie plus minimale de ce côté-là? Non, il n'y a pas de superficie minimale avec les AMCE. Ça peut vraiment. On pourrait avoir un site de 1 hectare. C'est sûr, c'est beaucoup de travail peut-être pour 1 hectare, là, mais généralement, en bas de 6 hectares, l'analyse va être peut-être un peu plus. Elle va être un peu différente, peut-être un peu plus. Pas assidue, mais tu sais, c'est ça, la proportion justement de la zone qui est perturbée ou anthropisée, s'il y en a une, ça va peut-être être un peu plus problématique, mais normalement, il y a pas de minimum, là. C'est intéressant parce que ça s'applique mieux. Puis, tu sais, Karine, dans le sud du Québec, quand on est vraiment urbanisé, qu'on a beaucoup, on se sent des fois démuni face aux outils de conservation qui sont, donc la MCE pouvant s'adapter à des terrains plus petits. Puis, tu sais, j'en sais, là, on en a plusieurs municipalités, nous, de toutes les tailles, mais je vous invite à communiquer avec vos CRE aussi là, de ce côté-là si vous avez des questions. Est-ce que ça pourrait et tout? Puis on commence à avoir plus de cas d'études, puis avec Simon, on peut poser rapidement nos questions là-dessus, puis vous orienter si ces propriétés-là, vous demandez hey, est-ce que ça pourrait cadrer? On va vous aider à vous orienter rapidement pour tout ça. Fait que c'est le fun de voir qu'on a des outils qui s'adaptent plus à cette réalité-là, un peu autre que nos grandes aires protégées aussi, là, parfois dans le nord du Québec. Simon, tu veux compléter? Oui, juste considérant des sites de petite surface ou même si de superficie, excusez, même s'il y en a qui sont de grande superficie, il y en a des projets qui nous ont été proposés plus à l'oral, genre hey, on a 70 propriétaires dans cette région-là, on aimerait ça, avoir leur consentement pour faire un projet de conservation, blablabla. C'est possible, c'est plusieurs petits lots qui ensemble, mettons, font, je sais pas, 30, 50 hectares, peu importe, là. C'est possible de faire une proposition avec l'ensemble des propriétaires, un peu pour faciliter le travail, pour ne pas avoir à faire 70 propositions. Mais c'est sûr que si vous voulez faire c'est ça, un merge, si on veut, de ces sites-là, il faudrait que ce soit les mêmes mécanismes, les mêmes modes de gestion à travers toutes ces propriétés-là. Puis évidemment, c'est d'obtenir le consentement de chacun de ces propriétaires-là. Fait que c'est faisable, c'est ambitieux, c'est sûr, mais c'est pas impossible. Parfait. Je ne sais pas s'il y avait une dernière question, mais quand même, ça fait 1h40 qu'on roule. Fait que, en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à m'arrêter, mais moi, je vous libérais. C'est un énorme, énorme merci là, d'avoir assisté le webinaire. Puis merci beaucoup, beaucoup, Simon, Karine. C'est super intéressant. Je vais repartager là, la présentation, l'enregistrement. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure, ça serait quand? Je vais essayer dans l'idéal demain, mais sinon, ce sera début de la semaine prochaine de vous repartager. Puis je vais repartager les contacts ici, Simon, Karine, si vous voulez leur poser des questions. Mais sinon, n'hésitez pas à contacter votre CRE, le CRE de votre région, puis soit nous, on vous répond ou on vous redirige vers les bonnes ressources là, pour répondre
à vos questionnements. Donc, encore une fois, un gros merci. Puis, je vous dis, je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, merci. Merci. Merci Merci à tout tout le le monde. monde. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.